Bonjour à toutes et tous, je suis avec Laurent Mercier pour ce petit débriefing de la séance d'Hyperpole qui a eu lieu hier soir, mon cher Laurent. Et également, on va vous parler dans ce nouveau numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info, de la conférence de presse de l'ACO. Laurent, où on a appris quelques informations sympathiques pour l'avenir, notamment en ce qui concerne l'hydrogène. Donc on verra ça dans un second temps. Laurent, je te propose de revenir d'abord sur… Je parle pas de ma chemise. Je peux parler de ta chemise si tu veux. J'ai quand même fait des efforts. C'est un bel effort, voilà. Je pense que ça sera peut-être récompensé un jour. J'espère que ça va remarquer parce que… Laurent, on va revenir sur cette séance d'Hyperpole qui a été très animée, notamment sur la fin. On va rappeler qu'au départ, Sébastien Bourdet a longtemps tenu le meilleur temps pour viser la pole position, la première pour un Français depuis Loïc Duval, si je ne me trompe pas. C'est un autre Français, pas Sébastien Bourdet, malheureusement pour le Manceau, qui est venu lui subtiliser la pole donc, après le drapeau rouge. On vous rappelle que la séance a été interrompue sous régime de drapeau rouge après la sortie de piste de Dries Vanthoor à Indianapolis. C'est une petite sortie. Il sort pas, c'est pas un gros crash. C'est l'erreur malheureusement de trop pour le Belge qui avait été très très bon dans la séance de qualification, qui avait même surpris l'encadrement de BMW, comme nous l'avait confié Andreas Rousse quelques heures plus tard. Donc pour le pilote belge, malheureusement, ça a signifié l'annulation des chronos. Et donc à cet instant-là, Sébastien Bourdet est en tête et à la relance, c'est le seul qui ne repart pas. Donc comme il a expliqué derrière, effectivement, la quantité d'essence n'aurait sans doute pas permis de pouvoir refaire une vraie tentative. Et derrière, c'est donc Kevin Estre sur la Porsche numéro 6 du Porsche Penske Motorsport qui s'est adjugé la pole. Laurent, au vu du début de la semaine, cette pole position de Porsche n'était pas forcément celle qu'on attendait au vu de ce qui a été établi en piste, on va dire. Ouais, parce qu'avec autant de Porsche 963, on s'attendait à en voir plus en Hyperpole, surtout quand tu vois le début de saison de la Porsche 963, aussi bien en IMSA qu'en championnat du monde d'endurance. Et c'est la seule voiture qui est passée du coup de Porsche Penske Motorsport en Hyperpole. Et c'est sûr qu'on s'acheminait plutôt, on avait commencé à se congratuler dans le camp Cadillac Racing avec notamment Sébastien Bourdet. Ce qui aurait été une belle récompense pour lui d'ailleurs. Je pense que ça aurait été plutôt bien vu que Seb fasse la pole chez lui et surtout que ça fait quand même partie. Je crois que c'est le seul pilote qui était présent au siècle dernier aux 24 heures du Mans en piste. Donc voilà, et Kevin a fait du Kevin, c'est-à-dire que quand il faut aller au charbon, qu'il faut aller vite et tout. C'est passé pour lui. Il fait partie des meilleurs. Ça fait partie des pilotes qui sont capables d'aller chercher le dernier, on va même pas dire millième, mais le dernier poulième, on va dire, pour aller décrocher la pole. Je pense que c'était pas gagné à la vue du début de semaine. Et voilà, donc ça a mis un petit peu les pendules à l'heure et c'est une Porsche qui partira depuis la pole. Alors c'est assez étrange par rapport à Kevin parce que on en a discuté ensemble, mais il y a 10 ans, il était ici, il roulait en Porsche Carrera Cup, il y avait une course de Porsche Carrera Cup, il était en tête, largement en tête, en train d'atomiser tout le monde et dans le dernier tour il crève et je crois qu'il finit 40 et quelquième et 10 ans après il fait la pole dans la catégorie Rennes en tant que pilote officiel Porsche. Il y a une belle histoire. Si tu veux, Kevin fait partie des gens un peu comme Fred Mako, qui ont couru après un poste de pilote officiel chez Porsche, qui ont brillé en Porsche Cup. Et même si Kevin a brillé ailleurs avec notamment la Carrera Cup Deutschland. Et un passage aussi chez McLaren. Un passage chez McLaren entre les deux. Et là, décrocher la pole en France, c'est juste magique. C'est juste magique. Et mérité en plus. Et bon, on sait, on l'a évoqué hier avec Thibaut Villemont, c'est une édition tellement importante pour Porsche Penske. On sait qu'il court après cette victoire, même si la pole position ne fait absolument pas le résultat de dimanche à 16h. C'est déjà un petit pas pour cette équipe, notamment dans le boost mental forcément de pouvoir faire la pole et de voir là que c'est possible d'aller plus vite que la concurrence. Mécaniquement, ça donne un… Alors d'une, c'est un pas médiatique. Évidemment. Et puis ça donne un avantage quand même, et c'est sûr, comme tu le dis, ça donne aussi de la confiance par rapport à la course. On sait que la course, en plus, il y a un paramètre quand même qu'on n'a pas parlé, ou qu'on a parlé du moins un petit peu hier en fin d'essai libre 4, c'est la pluie. Oui. On a vu quelques voitures passer les pneus pluie en fin de séance, mais on n'a pas eu de grosse pluie. On sait que la pluie est annoncée principalement pour dimanche. Ça peut aussi, on l'a vu à Imola notamment, ça peut aussi modifier la stratégie et modifier aussi le cours de la course. Donc ça, c'est un paramètre aussi qu'il faudra prendre en compte. Tout le monde avait un petit peu peur de nuit aussi avec le démarrage des voitures en pneus froids. Et en fait, on se rend compte que dans l'ensemble, ça a plutôt bien été géré. Il y a un temps d'adaptation.
les pilotes ne peuvent pas se lâcher comme il le faut. Mais ouais, franchement, juste avant, on était en interview avec Hugues de Chaunac et on lui disait, Hugues, tout le monde parle de la BOP et au final, on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Non. Non. Donc après, tu te dis, on critique un peu la BOP, là, ceci, là, cela, mais au final, on n'est peut-être pas crédible parce que quand on dit qui c'est qui va gagner, tu dis, je sais pas, on en a parlé dans le précédent podcast. Hein. Oui, bien sûr. On sait à peu près qu'il y a plusieurs groupes. On sait que Ferrari sera fort, que Toyota sera fort, que Porsche sera fort, que Cadillac sera fort. Alpine on voit Alpine, on voit BM aussi, les nouveaux qui sont alors, BMW un petit peu moins nouveau qu'Alpine, mais on voit que ces LMDH avec ces nouvelles équipes finalement sont pas si éloignés que ça dans certaines circonstances. On sait qu'on a Peugeot qui est un peu quand même un petit peu, mais attention en course. On l'a vu l'an dernier. On l'a vu l'an dernier et il ne faut surtout pas oublier Peugeot. C'est un peu plus compliqué aussi pour Lamborghini quand même. Et puis Isotta Fraschini évidemment qui a une seule voiture, qui a, on ne va pas le répéter une 25e fois, mais qui a un équipage qui est certainement un peu moins capé si on enlève Jean-Carl Vernet. Donc c'est ouvert. Malgré la BOP, on est les premiers à en parler fréquemment, malgré cette balance de performance, bien malin qui peut dire quelle voiture et quel équipage va gagner. Ouais. Par contre, on a vu des confirmations, un Cadillac notamment hier en hyperpole, Laurent, avec Alex Lynn. Bon, malgré la pénalité de 5 places suite, on vous le rappelle, à l'accident de Spa-Francorchamps, et Sébastien Bourdet donc, qui ont montré que sur un tour, les Cadillacs étaient présentes. Ouais, maintenant, reste à voir évidemment ce qu'il en sera en course sur les longs relais. Et la pluie. Et la pluie évidemment, qui ne peut que redistribuer les cartes en termes notamment de stratégie. Hein. Il suffit de pas rentrer au bon moment, Laurent, on l'a déjà vu ici, et c'est pas un tour de 4 ou 5 km, c'est un tour de presque 14, donc c'est pas la même, c'est pas du tout la même histoire quand on manque la bonne fenêtre pour rentrer au stand. Et puis il y a un autre paramètre, c'est les neutralisations aussi. Il faudra gérer. Avec la procédure safety car notamment. On l'a vu à la journée test, hein, qui dure quand même nettement plus longtemps, moins que l'année dernière, un tout petit peu moins, oui. Parce qu'il y a plus de drop-back, donc voilà. Faut voir après en fonction des situations. Oui, il y a eu un seul essai de voiture de sécurité. Exactement. Réelle procédure. Donc après, ça c'est aussi un paramètre. Et il y a aussi le paramètre des limites de la piste. On sait que là, contrairement à d'autres courses, notamment les 24 heures de Spa, où c'est la voiture qui est pénalisée, là on pénalise le pilote. Que la course est considérée comme une session, qu'au bout de 12, par pilote, alors 12 on peut dire ouais c'est beaucoup, enfin 12 sur 24 heures. Ouais, puis 12 ça peut aller vite, hein. On sait que très vite. Des portions notamment au tertre rouge, des portions comme ça où si vous manquez au tertre rouge, vous manquez toute la première partie de la ligne droite des Hunaudières. Mécaniquement, le temps autour, même si en course le temps autour n'est pas forcément ce que vous recherchez en premier, mais si vous répétez, vous savez que vous ne pouvez pas aller trop loin à cet endroit-là, il faut prendre ça en compte, c'est certain. Et puis, ça peut jouer. Pour en avoir assez longuement discuté hier avec Sarah Bovy, qui roule sur une Lamborghini en GT, en LMGT3, elle dit, Sarah, ça dépend aussi de si tu as une voiture qui vient de te dépasser et que tu ne sors pas forcément des limites de la piste pour de la performance, mais tu peux être aussi déventé un peu. C'est que les GT3, en plus, n'ont pas forcément beaucoup d'aéro. Donc c'est aussi des paramètres à prendre en compte et ça dépend aussi du partage de la piste. Il y a beaucoup de pilotes, peut-être pas beaucoup, pas mal, de pilotes qui se plaignaient un petit peu de la cohabitation entre les prototypes, notamment les prototypes de la catégorie Hypercar, il y en a plus que l'année passée, donc forcément il y a plus de problèmes. Et les LMGT3, donc là aussi, attention aussi, va falloir éviter tout contact parce que ce sera rédhibitoire. Il y a un tel niveau, aussi bien en GT qu'en proto, et même en LMP2. Que tout problème, parce qu'on n'a pas parlé de LMP2, mais on va y venir, Ça va être un sujet, on l'a vu, la pole position, Laurent, pour Louis Delétraz. Ouais, content aussi, parce c'est une belle récompense. On l'a vu depuis le début de l'année, on l'a vu notamment en IMSA, puisqu'il roule chez le Wayne Taylor Racing et l'Acura en classe GTP en IMSA. Il a encore fait preuve, Louis, de sa pointe de vitesse sur un tour avec la voiture du AO by TF. Ouais, et puis content, après il y a beaucoup de pilotes qui méritaient aussi de partir en pôle, mais Louis, en plus, c'est un mec sympa, rapide, discret, et c'est une voiture qui roule en pro-am. Donc, aussi. Alors là, ok, c'est qu'une séance d'hyperpole. Oui, sachant qu'en plus, il y avait des pointures dans la plupart des équipages pro-am, donc là, le différentiel pro-am pro était moindre, mais effectivement, Louis a fait vraiment le chrono parfait. Face notamment à des pilotes, Malte Jacobsen, qui lui par contre a été un petit peu en dedans sur cette séance, mais il y avait vraiment des grosses pointures sur cette séance hyperpole en LMP2 et il a fallu
tiré son épingle du jeu et à ce petit jeu, AO by ITF a été les meilleurs. Et comme en MGT3, on a vu une voiture qui a pourtant eu des problèmes plus tôt dans la journée avec Inception Racing et finalement c'est bien Brendan Iribe et la McLaren numéro 70 Inception Racing donc, qui ont signé la pole. Là c'est l'invité de l'IMSA qui vient devancer les habitués du WEC. Et la McLaren qui fonctionne vraiment bien sur ce circuit. Ouais, la McLaren qui fonctionne bien. L'équipe connaît bien la McLaren. C'est une équipe qui roule beaucoup avec la McLaren des deux côtés de l'Atlantique. Brendan Iribe en GT, ça fait partie des pilotes quand même qui roulent énormément. L'équipe derrière, l'équipe Optimum de Sean Goff avec Bas Linders dans l'équipe, franchement, là aussi c'est du haut niveau. Et c'est aussi une juste récompense parce que c'est une équipe qui est fidèle aux différents championnats. McLaren qui revient avec une pole, même si c'est pas dans la catégorie Rennes, c'est en LMGT3. Franchement, là aussi, ça va être ouvert. Laura, on a fait un petit peu le tour de cette séance d'hyperpole hier. Ce matin avait lieu la conférence de presse de l'ACO, c'est le traditionnel rendez-vous pour l'Automobile Club de l'Ouest pour dévoiler les futures orientations de la discipline et notamment la partie hydrogène qui a été largement évoquée ce matin. L'hydrogène avec une solution technique qui se dessine avec le stockage d'hydrogène liquide. C'est finalement la partie liquide qui a été privilégiée. C'est un choix visiblement logique en toutes les discussions qui ont été menées pour la compétition. Ouais, c'est le choix qui satisfait, je pense, la plupart des acteurs et la plupart des constructeurs. On a pu échanger avec plusieurs d'entre eux à ce sujet-là. C'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Maintenant, bon, il va falloir du temps. Oui, c'est pas un horizon 2026 ou 2027. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. Mais oui, c'est ce que les constructeurs voulaient. Et forcément, le législateur a plutôt écouté les constructeurs, ce qui est normal parce que c'est quand même eux qui vont financer la construction des voitures et le développement. Oui, bien sûr. Et donc voilà. Mais avant d'en arriver quand même à l'hydrogène, on va déjà continuer avec les LMP2 plus longtemps. Exactement. Et également le règlement Hypercar qui lui est prolongé jusqu'en 2029. Voilà, donc les LMP2, où il y aura, ça va être des nouvelles LMP2 avec un downsizing au niveau du moteur. Et pour l'instant, en attendant, les LMP2 qui sont prolongés pour une durée de... Jusqu'en 2027. Ce que les équipes aussi c'est ce que les équipes voulaient. C'est ce que les équipes voulaient. Et après, par contre, pour la nouvelle LMP2, là, on ne parle plus de partir d'un châssis de la LMDH, comme ça aurait dû être le cas pour les nouvelles LMP2 qui auraient dû arriver. Et là, on part d'une feuille blanche, carrément. Et on n'a pas encore tous les éléments. On n'a pas encore le fournisseur moteur, qui sera normalement unique, évidemment. Et il va falloir attendre un petit peu la réglementation pour pouvoir voir ce que ça va donner. Mais avoir une vision un peu de l'avenir pour les équipes. Parce que stabilité pour l'instant. Voilà, on en avait discuté avec Xavier Combet. Pour le LMP2, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de feuille de route encore claire. Là, on a déjà un premier indice de là où ça va. Donc c'est sûr pour les équipes, monter les programmes, vendre aussi les programmes. On peut acheter une voiture, se dire qu'on va faire tel ou tel championnat, mais vraiment il faut qu'il y ait des pilotes qui aussi financent cette part de programme. Et ce n'est pas forcément évident. Et Laurent, la dernière grande information de cette conférence de presse, c'est le calendrier 2025. Bon, si vous êtes lecteur d'Endurance Info, vous connaissiez les grandes lignes, vous en connaissiez les grandes lignes depuis un petit moment. Stabilité absolue pour ce calendrier 2025. La nouveauté en 2025, c'est la composition de la grille, Laurent, avec 40 voitures qui seront attendues. On sait que cette année, il y avait un petit problème à Imola où il y avait deux teams, United Autosport et Codis ASP, qui avaient dû évidemment partager et mettre les deux voitures dans le même stand. Et là, avec 40 voitures l'année prochaine, ce sera plutôt une bonne idée. Et on verra après ce que ça va donner à l'avenir. Mais Imola va construire 2 stands supplémentaires pour pouvoir accueillir cette grille de 40 voitures dès l'année prochaine. Et oui, il y a stabilité. Il y a stabilité l'année prochaine. Il y aura stabilité dans les prochaines années. Il ne faut pas s'attendre à de grandes révolutions au niveau du calendrier. Évidemment, avec les manches overseas, comme on les appelle, donc assez éloignées. C'est vrai que là, l'ACO commence à trouver son rythme de croisière et pouvoir fonctionner ainsi avec la stabilité, un mot qui est souvent revenu dans les discussions, c'était important. Laurent, on a fait le tour de cette hyperpole, de cette conférence de l'Automobile Club de l'Ouest de ce matin. On va remercier Michelin qui nous a accueillis dans sa loge. Avec le pneu, on a l'exposition du pneu lunaire, parce que Michelin va aller sur la Lune.
Et on les remercie de nous accueillir dans leur magnifique loge pneumatique. Fin de ce numéro de Track Limit, Laurent. Maintenant, place à la course demain, 16 h, le départ de cette 92e édition des 24 heures du Mans. Ce sera à suivre sur Endurance Info avec des points réguliers tout au long de ces 24 heures. Merci Laurent et merci à tous de nous continuer à nous suivre. Merci, à bientôt. Ciao.